La Réserve fédérale des États-Unis va surprendre tout le monde lors de sa décision de politique monétaire du mercredi 10 décembre prochain. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun, du lourd cette semaine dans le Top Gun. Enfin, des réflexions poussées, avancées, scénarisées pour ce que sera la prochaine décision de politique monétaire de la Fed, la dernière de l'année, celle qui actuellement rassemble l'incertitude la plus poussée, les dissensions les plus poussées au sein du FOMC, les 12 membres votants qui décident de la politique monétaire de la Fed, ce comité de politique monétaire. Jamais l'équiprobabilité n'a été aussi forte. Les oppositions, les neutres, les dovish, les hawkish. Alors, c'est la clé parce que le marché action, vous savez où il est topiche, il est survalorisé, en excès de valorisation. Pour se maintenir, non seulement il faut délivrer des profits, mais il faut des baisses de taux, il n'y a pas le choix. 25 points de base de baisse de taux le 10 décembre ou 0. Alors, si le scénario est différent d'un de ces deux, c'est que vraiment, entre-temps, des chiffres exceptionnels sont tombés, parce que oui, c'est la fin du trou noir statistique US. Vous avez eu, la semaine dernière, la publication, jeudi 20 novembre, du rapport NFP qui était prévu en publication début octobre. Vous allez avoir cette semaine, d'ailleurs, semaine particulière, Thanksgiving, donc tous les chiffres majeurs vont tomber au plus tard mercredi 26 novembre. D'ailleurs, ce mercredi 26 novembre, vous allez avoir les chiffres de l'inflation en retard parce qu'ensuite, jeudi 27, Wall Street est fermé. Vendredi, c'est une demi-séance, mais sachez que toute la haute finance américaine part en congé mercredi soir. Il n'y a personne, il n'y a plus personne, tout est vide. Il ne se passera plus rien avant le lundi d'après. Donc, la semaine se termine mercredi. Pas pour nous, mais pour eux, oui. Donc, oui, c'est la fin du trou noir statistique américain. Des chiffres tombent avec retard d'ici la fête du 10 décembre. Certains ne tomberont pas, d'autres vont tomber. Un NFP déjà tombé la semaine dernière. Vous avez vu comment se trouve le marché du travail américain, l'impact sur le marché, l'impact sur la probabilité d'action de la Fed. Moi, je vais aller au-delà de tout ça. Je vais vous donner les datas. On va tout scénariser. J'ai 8 scénarios. Vous voyez qu'on ne va pas s'ennuyer. Comme d'habitude, j'ai tout mis dans des tableaux, donc mes fameux tableaux. 8 scénarios, j'ai essayé de faire ça de manière claire. 8 scénarios en fonction de les chiffres qui vont tomber à partir d'aujourd'hui jusqu'au 10 décembre, donc des chiffres d'inflation et d'emploi. En fonction de ces chiffres qui tombent, je vais vous donner la probabilité d'action de la Fed le 10 décembre. Donc, en fonction de tel ou tel chiffre du NFP ou du CPI ou du PCE, je vais vous dire, voilà, la probabilité que la Fed baisse son taux, le taux d'intérêt des fonds fédéraux de 25 points de base le 10 décembre est de 60, 70%, ou 10%, ou 0, ou 40. Je scénarise. Il faut comprendre une chose. Pour une baisse de taux, il faut 7 voix. 7 fois. 7 sur 12. Les 12 membres votants du FOMC. Alors, on peut scénariser. Je vais scénariser. J'aime scénariser. Je vais scénariser. Mais à la fin, c'est juste la décision de 12 personnes. Alors, pour 12, quand on est 12, pour prendre une décision, il faut une majorité. La moitié étant 6, la majorité c'est 6 plus 1, c'est 7. C'est bien de scénariser, mais est-ce que c'est crédible au sein du positionnement des membres du FOMC, de comment ils se positionnent, comment ils communiquent, les éléments qu'ils dévoilent, parce qu'ils s'expriment quasiment tous les jours, ce beau mot. Ils aiment beaucoup parler. Ils donnent des interviews à Bloomberg, entre autres, mais pas que, à la sphère journalistique financière. Bon, est-ce que c'est crédible? Est-ce qu'on peut les trouver, ces 7 voix? Y en a-t-il déjà 3-4 acquises? Pas vraiment? Ou vraiment, est-ce qu'on a en face de nous 7 voix, un mur qui ne veut pas baisser les taux? Et dans ces cas-là, peu importe les chiffres, ça ne baissera pas. Donc, on va regarder tout ça, et pareil, dans des tableaux avec des codes couleurs, ce sera lisible. Donc, première partie, fin du trou noir statistique US. Les chiffres ont déjà repris, vous avez eu un FP la semaine dernière, cette semaine vous allez avoir des données d'inflation. La question est de savoir, est-ce que nous aurons les chiffres de novembre? Puisqu'il n'y a pas eu de collecte de data, par exemple, le rapport NFP qui était prévu début novembre, il est possible qu'il tombe début décembre, ou pas du tout, ou partiellement. Idem. Alors, cette semaine, vous allez avoir le PCE qui était prévu fin octobre, mais qu'en est-il du PCE, là, prévu fin novembre? Il pourrait tomber début décembre, ou pas, ou partiellement. Voilà. Donc, je vous fais un gros point là-dessus sur l'agenda, la mise à jour des agendas de publication proposés par la BLS, le BEA qui dépend du département du commerce. Je vous rappellerai à nouveau qui fait ces statistiques.
Deuxième partie, réserve fédérale du 10 décembre, je scénarise. 8 scénarios possibles, avec donc des probabilités correspondantes quant à la probabilité de voir une baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux ou pas de baisse. 25 points de base versus statu quo. J'explore pas d'autres hypothèses. Une hausse de taux, et j'explore pas non plus l'hypothèse du 50 points de base. Il faudrait vraiment des chiffres exceptionnels d'ici là. Troisième partie, FOMC, comment trouver cette voie? Où on les trouve? Qui fait quoi? Qui pense quoi? On reprend les noms, le positionnement de chacun, comment ils se positionnent. Vous allez voir qu'en fait, la réponse se trouve dans le camp des neutres. Ça se joue à 2-3 voies. Le camp des neutres emmené par Jérôme Powell. Parce que les plus au quiche ne lâcheront pas, sauf une explosion du chômage. Les plus dovish ne lâcheront pas, parce que c'est souvent une posture politique, comme Stéphane Miran, nommé par Trump, ou alors. Les neutres, eux, semblent être moins positionnés politiquement, et regardez les datas, ils sont emmenés par Jérôme Powell. Ça va se jouer sur ça. Thanksgiving, c'est cette semaine, il y a des conséquences pour le marché, je vous en rappellerai rapidement les contours. Dernière partie, S&P 500. Peut-on vraiment, honnêtement, peut-on vraiment échapper à la correction technique? Peut-on, sur le plan technique et fondamental, échapper à une correction d'un marché qui est tout en haut, d'un marché qui a fait 100% depuis le point bas de 2022, la même performance d'ailleurs entre le point bas de 2002 et le point haut de 2007, les valos sur des records? Peut-on finalement, quoi qu'il arrive, quoi que fasse la Fed, quoi que décide la Fed, quoi qu'annonce la Fed, quelles que soient les perspectives de politique monétaire de la Fed, peut-on finalement y échapper? Ou devons-nous nous manger une purge? Parce qu'il la faut. Parce que nous sommes techniquement et fondamentalement surétendus à la hausse. Que dit l'analyse technique? Où en sont les supports? On va aussi regarder les marchés actions mondiales avec le MSCI World. Bienvenue à la nouvelle édition. La Réserve fédérale va surprendre tout le monde le mercredi 10 décembre. Prochain lors de sa dernière décision de politique monétaire de l'année. En même temps, c'est pas compliqué de surprendre tout le monde. Lorsque vous avez une incertitude telle, forcément, un des deux camps se fera surprendre. Le plan, je vous l'ai donné dans l'introduction. Et on attaque directement donc le vif du sujet, alors que nous sommes cette semaine de Thanksgiving, Black Friday, Cyber Monday, bref, tout va s'enchaîner comme d'habitude. Il faut savoir, c'est que d'ailleurs, d'un point de vue de la saisonnalité, en général, je dis bien en général, on observe quelques jours avant le Thanksgiving et dans les 2-3 jours qui suivent, plutôt de la force du marché action, parce que c'est une période très commerciale, très consumériste. À voir la saisonnalité parfois, mais il s'avère que c'est ce que montrent les statistiques. Alors justement, là on ne parle pas de statistiques de saisonnalité, mais la fin du trou noir statistique américaine, c'est ce dont avait besoin la Fed pour enfin pouvoir prendre une décision de politique monétaire qui tienne la route. La fin de ce trou noir statistique va permettre à la Fed enfin de donner un message clair. Alors est-ce que ce sera suffisant pour le marché action? Effectivement, vous savez, bon, à un moment ou à un autre, il faut peut-être accepter le fait qu'on est cher, que le prix des actifs financiers, que le prix notamment des stars de la tech, que le prix des GAFAM, oui, ça délivre du chiffre d'affaires, ça délivre des bénéfices, mais à un moment ou à un autre, lorsque la réalité boursière a dépassé la réalité macroéconomique, ça peut être sain aussi de faire une correction. Bon, dans tous les cas, sous vos yeux, je vous rappelle donc qui édite les statistiques les plus importantes. Vous savez donc que c'est la BLS, le ministère du Travail américain, pour l'inflation CPI et le rapport NFP, le rapport sur le marché du travail US, dont vous avez eu une mise à jour la semaine dernière. Le BEA, qui dépend du département du commerce, édite l'inflation PCE. L'inflation PCE étant l'indice favori pour que la Fed se positionne quant à ses perspectives de politique monétaire en lien avec l'inflation. Ces chiffres, désormais, vous avez donc un agenda nouveau qui est proposé. Pourquoi un agenda nouveau est proposé? Parce que la plupart de ces chiffres n'ont pas été publiés depuis le 1er octobre. Et jusque-là, je ne vous apprends rien. Alors maintenant, je vais vous apprendre des choses. C'est ce qui est en vert. Vous avez en noir les chiffres en retard de publication. Les chiffres en retard de publication depuis le 1er octobre. Donc c'était le NFP du 3 octobre, l'inflation PCE du 31 octobre, le NFP du 7 novembre, CPI, PPI du 13 novembre, et donc vous avez le PCE fin novembre. Va-t-il être publié? J'ai donc positionné en vert ce que nous savons maintenant quant à l'agenda de publication de ces statistiques. Alors, vous avez eu la semaine dernière la publication d'un rapport NFP, vous en avez pris connaissance.
tout le monde, voilà, a conscience du marché du travail et de ses complexités et le fait que cela agit. Et ça permet en fait, actuellement, nous sommes dans une phase d'équilibre entre une inflation qui est 0,5, 0,8, 0,9 points de pourcentage au-dessus de la cible de la Fed et un marché du travail qui se tend, qui n'est pas non plus en alerte rouge fluo, mais qui se tend. Et souvent, lorsqu'il commence à passer en alerte, en vraie alerte, c'est que c'est trop tard. C'est pourquoi les membres du FOMC s'interrogent. Cette semaine, mercredi 26 novembre, vous avez, si tout va bien, la publication du rapport inflation PCE qui était prévu le 31 octobre. Potentiellement, ce sera le dernier chiffre avant la décision de la Fed du 8 décembre, mais pas sûr, puisque là, les différentes agences travaillent, le BEA, la BLS, pour pouvoir proposer au moins partiellement tous ces chiffres ici, quelque part début décembre. Donc en amont de la décision de politique monétaire de la Fed ici du 10 décembre, se pose aussi la question de la publication du rapport NFP du 5 décembre. Donc, pour alimenter cette décision de politique monétaire qui est cruciale ici, un certain nombre de chiffres vont être publiés. Ça, c'est intéressant. Le plus important en réalité, c'est d'avoir de la visibilité pour la Fed. Et donc, je vous propose ici 8 scénarios possibles. Donc là, j'ai pris le temps de tout mettre sous la forme d'un tableau. Moi, je rédige tout d'abord sur Word, je mets toutes mes idées et après je structure ça sous la forme d'un tableau. Vous avez ici les 8 scénarios possibles. Ces 8 scénarios s'articulent en fonction de ce que seront ces chiffres d'inflation PCE, d'emploi rapport à NFP et de CPI publiés d'ici le 10 décembre. On verra bien ce qui est disponible. L'interprétation que peut en avoir la Fed, la réaction possible du marché, et donc ce que j'estime être ici la probabilité d'action de la Fed le 10 décembre. Je vous rappelle que vous avez pour ça, vous avez l'outil CME Fed Watch Tool, que vous connaissez, que je vous montre souvent, l'outil CME Fed Watch Tool, qui vous donne la probabilité implicite d'action de la Fed. Bon, moi les probabilités que je vous mets à droite, en fait, ça va correspondre à ça. J'estime que, en fonction du contenu des chiffres qui vont être publiés, voilà l'impact que cela aura sur l'outil CME Fed Watch Tool. Alors, premier scénario, un soft landing confirmé, c'est-à-dire que concrètement, vous avez donc une inflation. Quand je dis que l'inflation est en ligne ou ne pose pas de problème, c'est une inflation qui est stable au niveau actuel entre les 2,6 et les 2,9. 2,6, 2,9, pourquoi ? Parce que, alors oui, c'est au-dessus de la cible de la Fed de 0,5 à 1 point de pourcentage, mais c'est parce qu'il y a l'impact des tarifs douaniers. Mais nous savons qu'avec le temps qui passe, cet impact des tarifs douaniers est intégré, et puis ensuite, lorsqu'on retraite de l'impact des tarifs douaniers, parce que l'impact finit par disparaître, avec le temps qui passe, la base de départ change, eh bien, on sait qu'en retirant en fait ces tarifs douaniers, on est plus ou moins à la cible de la Fed. Mais voilà, combien de temps ça va prendre ? Donc, une inflation qui ne bouge pas, qui est stable en fait. Mais au contraire, donc d'ici le 10 décembre, des rapports NFP faibles en création d'emplois et en taux de chômage. Donc au passage, avant de commencer à regarder ça, je vous rappelle donc la situation de l'inflation PCE. Nous sommes actuellement à 2,9 en version core et à 2,7 en version nominale. Donc c'est au-dessus de la cible de la Fed qui est à 2. D'après l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, on devrait, sur les chiffres attendus, et notamment cette semaine, mercredi 26, être toujours, vous voyez, autour de 2,7, 2,8. Donc c'est toujours au-dessus de la cible de la Fed, mais il n'y a pas de vague, il n'y a pas de rebond de l'inflation. D'ailleurs, Trueflation est flat autour des 2,5, ça ne bouge pas. On est toujours dans cet entre-deux. Donc dans ce scénario qui verrait simplement le marché du travail être plus faible, donc hausse du taux de chômage et en fait sous les attentes, eh bien je pense que cette probabilité de baisse de taux de la Fed le 10 décembre va monter à 60-70%. Alors, au contraire, si nous avons donc toujours un rapport NFP sous les attentes, mais malheureusement une inflation qui fait un petit tic à la hausse, qui est plus vers les 3, 3,1 que les 2,6, 2,9, on va rester dans cette équiprobabilité. Et vous allez comprendre pourquoi
cette équiprobabilité pose problème, c'est surtout à cause du rapport de force au sein du FOMC. C'est le slide d'après. Troisième scénario, gros problème d'inflation. Le CPI réaccélère, le PCE réaccélère, notamment en version core. C'est pas ce que montre l'inflation en temps réel, c'est pas ce que montrent les indicateurs avancés, mais parfois ils se trompent. Et un NFP stable. Pas d'envolée du chômage, on est dans le consensus. Là, il y aura vraiment très peu de chances que la Fed baisse ses taux. Il y aura plus que 20-30% de probabilité. Alors, quatrième cas de figure, un marché du travail qui réaccélère. Réaccélération de l'économie, baisse du chômage. Alors là, autant vous dire que la Fed n'a plus aucune raison de baisser ses taux. On s'effondre à 10 ou 20% de probabilité. Cinquième scénario, problème de données. Je vous ai présenté, donc vous avez vu qu'il y a des données qui ont été publiées la semaine dernière. L'inflation PCE va être publiée ce 26 novembre, avant Thanksgiving. Et ensuite, il y a du flou. Début décembre, on ne sait pas ce qui va tomber, comment ça va tomber. Et s'il y a vraiment un problème, s'il n'y a rien qui tombe, il pourrait y avoir du coup un problème de la Fed pourrait très bien se positionner. On attend que les agences retravaillent normalement, rééditent des rapports statistiques complets et on en reparle en janvier. Ils peuvent faire ça. Je pense que s'il n'y a pas suffisamment de chiffres, il y a moins d'une chance sur deux d'avoir une baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux le 10 décembre. Sixième scénario, le chômage augmente et l'inflation recule. Là, forcément, vous allez avoir donc une augmentation de la probabilité de baisse de taux des fonds fédéraux à 50 ou 60%. Et enfin, dernier scénario, le scénario Goldilocks. Le Goldilocks, qu'est-ce que c'est? C'est la chute de l'inflation. L'inflation qui dropperait entre 2 et 2,5 malgré les tarifs douaniers. Ça veut dire en fait qu'on est à la cible. Si l'inflation, ça c'est le scénario rêvé. C'est le scénario sain. C'est-à-dire le NFP est conforme, un peu faible mais conforme, mais l'inflation chute. Entre 2 et 2,5, sachant qu'il y a les tarifs douaniers, ça veut dire qu'en fait elle est à 2. Alors, baisse de taux saine. Non seulement il y aurait une forte probabilité que la Fed baisse ses taux, mais en plus, le marché réagirait là pour le coup extrêmement positivement. Alors par rapport à tous ces scénarios, ces probabilités que je vous propose, en fonction des chiffres qui peuvent tomber, je vous ai mis ici une colonne avec la réaction théorique du marché. Bien sûr, c'est ce que je pense, je peux me planter, vous le savez. Maintenant, quand même, lorsqu'on fait un peu un point sur tout ça, on peut voir que la plupart des scénarios, on tourne autour du centre. On tourne autour du centre. Alors pourquoi est-ce qu'on tourne autour du centre? À cause de ça. On peut scénariser, j'en parle en introduction, autant qu'on veut. Scénariser, c'est bien. De toute façon, la bourse, il faut toujours chercher à se projeter. Si on ne scénarise pas un minimum, on fait rien. Enfin, c'est du 50-50, quoi. Autant lancer une pièce ou fermer les yeux et choisir ses actifs au hasard, et puis on voit ce qui se passe. On est un peu obligé de scénariser. Je vous ai mis un code couleur. Donc, le FOMC, c'est 12 personnes. Vous avez ici les 12 membres votants au sein du FOMC. Chaque membre a une voix. Jérôme Powell a une voix comme les autres. C'est pas lui qui décide, il n'a pas un droit de veto, il n'a rien. Il vote comme les autres. Ils sont 12. Donc pour obtenir 25 points de base de baisse de taux, il faut 7 voix sur 12. Vous avez en vert ceux qui vont voter pour une baisse de taux, plus ou moins quoi qu'il arrive, sauf fait exceptionnel du côté des chiffres. Vous avez en rouge ceux qui vont voter contre une baisse de taux, parce qu'ils sont obsédés par l'inflation, et sauf chute exceptionnelle de l'inflation, ça ne va pas changer. Et vous avez en jaune les neutres. Les neutres, eux, qui vont être directement sous l'influence 1 des chiffres qui vont tomber, et 2 de l'influence de Jérôme Powell. Parce que cette cohorte des neutres est emmenée par Jérôme Powell. Donc si vous regardez du côté des dovish en vert, vous en avez 1, 2, on va dire vraiment 1, 2, 3, 4. Notamment Stephen Miran, récemment nommé par Trump, lui il veut 50 points de base. Lui c'est politique, soyons honnêtes. C'est politique, même s'il ne le dit pas. Donc il y en a 4 pour une baisse de taux. 4, éventuellement Jefferson, neutre à dovish, ça fait 5. Lui, je pense que d'ici 10 décembre, un mauvais rapport NFP, il bascule dans le camp dovish. Donc on est à 5. Il en manque 2. Il en manque 2 à aller attraper parmi ces 4-là. Sachant que dans les 4 neutres, il y en a 2 qui sont neutres à hawkish. Donc en réalité, ce que vous pouvez constater, c'est qu'on en a, je pense, 5 qui vont voter pour une baisse de taux,
4 ou 5, il en faudra 2 ou 3. 2 étant neutre à hawkish, il n'en reste que 2, et en fait, la clé dans tout ça. Je vous disais que tout à l'heure, Jérôme Powell n'avait pas d'impact plus que les autres. Pas de droit de veto, pas de double voix. Et c'est lui qui va décider. Le vote de Jérôme Powell, son positionnement, parce qu'ils parlent entre eux, va influencer les nôtres. Et en fait, je pense que sur cette décision de politique monétaire du 10 décembre, vu le rapport de force là au sein du FOMC, Powell a un poids énorme. Lui seul peut convaincre, déjà lui-même, il a une voix, mais un ou deux nôtres de basculer dans le camp du 25 points de base de baisse de taux. Les rouges, on ne les convaincra pas. Collins, Muselem, Schmitt, on ne les convaincra pas. Ça peut être compliqué aussi pour Williams et Bowman. Ça peut être compliqué. D'ailleurs, les deux plus importants en termes d'influence sont Jérôme Powell et Williams, le patron de la Réserve fédérale de New York. Donc en réalité, je pense que ces deux-là, Powell et Williams, eux, vont prendre une décision en âme et conscience en fonction des chiffres. L'inflation ne répond pas. Ce serait vraiment une exceptionnelle surprise que l'inflation tombe entre 2 et 2,5 d'ici le 10 décembre. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? On ne sait pas ce qu'ont fait les entreprises. On va voir. Maintenant, ça va jouer sur les données de l'emploi. Il y en a encore beaucoup qui vont tomber. Il n'y a pas que le NFP de la semaine dernière, il y en a beaucoup qui vont tomber d'ici le 10 décembre. Enfin, voilà, vous avez compris, donc au-delà des scénarios, eh bien, il faut regarder l'ensemble de ces éléments. Alors, Thanksgiving, Black Friday, les conséquences, elles sont assez importantes. Déjà, tout le monde part en vacances mercredi soir aux États-Unis. Les salles de marché se vident. Les hedge funds, l'asset management, les traders, tout le monde se barre. Wall Street est fermé jeudi. Vendredi, vous avez juste une demi-séance pour des ajustements techniques, mais les salles sont vides de mercredi soir à lundi matin. Pas de volume, il n'y aura pas de décision stratégique. Ce qu'on observe quand même, d'un point de vue de la saisonnalité, c'est que en général, 1 ou 2 jours avant Thanksgiving et peut-être un jour après ou deux, on a plutôt un momentum positif. En fonction des premières remontées des ventes, du commerce, etc. À voir, à voir. Et ensuite, donc, à partir d'après, finalement à partir de début décembre, jusqu'au 10 décembre, on va attendre la mise à jour de ces statistiques qui vont avoir une influence sur la politique monétaire de la Fed. S&P 500, la correction est-elle inévitable sur le plan technique et sur le plan fondamental? Alors c'est vrai que là, j'ai scénarisé la Fed. On a vu le rapport de force au sein du FOMC. On comprend qu'il peut y avoir une baisse d'auto ou pas, mais j'ai envie de vous dire, et alors? Imaginons, voilà, on a une baisse d'auto, ils sont 7 à 8 à voter pour. 25 points de base de baisse de taux. Mais alors? Est-ce qu'au fond c'est suffisant? Ne faut-il pas accepter le fait que le marché est maintenant trop cher? Un marché est intéressant lorsque sa valeur boursière est inférieure à ses fondamentaux réels. Mais lorsque sa valeur boursière, après un rallye de 3 ans, a rejoint ses fondamentaux réels et même les perspectives de profit futur, ne faut-il pas accepter le fait qu'il faille baisser un peu? Corrigez pas un bear market de 50%, mais une correction de 15-20%. Ça peut avoir sa place. Que la Fed baisse ses taux de 25 ou de 50 points de base. Alors peut-être que le fait de baisser les taux peut entretenir la machine, maintenir le marché en range, en haut. Mais tout le monde a compris que nous sommes dans un marché aussi très mature et que ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Donc peut-on vraiment, fondamentalement, je vous montre, ce graphique est super, il vient de Bloomberg, il fait la synthèse de toutes les méthodes de valo du S&P 500. Le PE de Shiller, donc cap ratio, PE forward, tout, il y a tout. Et voilà, regardez où est-ce qu'on est. Depuis 1900, record de chez record. Jamais, 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 de toute l'histoire de la valorisation des actions américaines, le marché n'a été aussi cher. Alors, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est ok, la Fed peut surprendre tout le monde le 10 décembre. Alors, surprendre dans les deux sens, hein, bien sûr, mon titre était un titre pour cliquer, mais ça peut surprendre dans les deux sens. Mais qu'elle surprenne positivement en baissant ses taux. Pensez que c'est suffisant pour éviter une correction, alors que fondamentalement on est tout en haut? Alors, effectivement, on pourrait se dire que
la différence avec le passé, c'est que, regardez bien, fondamentalement, oui, le marché est très cher. Mais regardez, la cherté du marché, elle est concentrée. Regardez l'évolution par rapport au sommet des cycles passés. Regardez la courbe grise, le poids du top 10 dans la market cap du S&P 500. C'est quasiment 45%. Ça n'a jamais été aussi haut. Regardez la market cap des actions les plus grandes par rapport au quintile du 75e. Ça n'a jamais été autant concentré. Oui, le marché est cher, mais cette cherté est concentrée dans 15 ou 20 valeurs. Et ces 15 ou 20 valeurs, elles délivrent des bénéfices. Alors, est-ce que finalement, on peut faire la comparaison avec la cherté du passé? Finalement, cette cherté du marché, peut-être qu'elle est justifiée par les fondamentaux, et donc que du coup, 25 points de base peut être un coup de boost pour la profondeur du marché qui, elle, n'est pas tant survalorisée que ça. Donc effectivement, d'un point de vue fondamental, le marché est très cher, mais cette cherté étant concentrée, la question se pose. Peut-on échapper à la correction sur le plan technique? Alors, je vais montrer quelque chose d'assez simple. Regardez le rôle de la moyenne mobile à 50 jours, en rose ici sur le S&P 500. Je vous rappelle que le S&P 500 est toujours dans un haut de canal, il y a des divergences, etc. Et qu'on peut se dire que là aussi, effectivement, une correction peut démarrer, ça serait très sain. Je vais y ajouter ici les enseignements du système Ishimoku, et c'est clair. Regardez, c'est clair. Au-dessus du nuage, c'est haussier. On traverse, correction. Au-dessus du nuage, c'est haussier. Regardez en avril dernier. Casse la moyenne mobile à 50, casse le nuage, on corrige. On redépasse, c'est haussier. Et là, regardez, c'est la situation copier, coller. Copier, coller. En clair, le S&P 500 se maintient au-dessus du nuage. Ça peut rester bullish ou flat. Le S&P 500 casse le nuage. Il fera un mouvement de retour, un pullback en direction ici de l'ancien record historique et reviendra s'appuyer sur la moyenne mobile à 200 jours. Et ici, oui, vous pouvez recharger des GAFAM. Donc, cette situation technique, regardez, elle est idem, équivalente sur le MSCI World, le marché action mondial. Haussier au-dessus du nuage, casse le nuage, correction, on dépasse haussier, copier, coller, copier, coller, casse le nuage, correction, retour à la moyenne mobile à 200 jours, ancien record historique, et là, on paye. Voilà. Voilà où en est le marché action. Donc, par rapport à tous ces éléments, selon vous, et ce, finalement, quel que soit que décide la Fed cette fin d'année, alors bien sûr, oui, rallye de fin d'année, rallye de Noël, il peut toujours y avoir des choses. Alors, nous verrons bien ce que la fin du mois de décembre, là nous sommes fin novembre, donc on ne va pas s'avancer. Mais, voilà les amis, mais écoutez, c'était les réflexions que je souhaitais vous livrer cette fin novembre. Et donc, rappelez-vous, cette semaine Thanksgiving, le marché action US ferme mercredi soir, sauf vendredi, pour une demi-séance. Donc, toutes les choses importantes sur le plan technique et fondamental vont se passer d'ici mercredi soir. Merci à toutes et à tous de votre attention. Passez une bonne semaine. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.